pain est consommé et comment il se consomme sur le marché latino-américain. C'est un marché relativement vaste. Ça marche tout ça? Normalement il marche, on n'avait rien à faire. On va immédiatement redémarrer pour cette nouvelle table ronde de la matinée. Premier jour de ce salon européen Intersuc 2018. Nous allons parler maintenant de pain, bien entendu, mais sur le marché latino-américain, nous allons essayer de comprendre ce qui s'y passe, comment est-ce que l'on mange le pain. Est-ce que ce sont les pains français qui se consomment? Quel est le pourcentage de consommation de pain de mie? Mange-t-on des viennoiseries? Voilà, on va se poser toutes ces questions avec deux nouveaux intervenants, deux experts dans le domaine du pain. Alors, à commencer par vous, Mauricio Sandri, vous êtes le directeur d'Eurogerm au Brésil. Bonjour. Voilà, le micro marche, vous pouvez voilà, parler en les prenant bien près de votre bouche. Oui. Oui, je dirige la filiale Eurogerm au Brésil, un spécialiste des ingrédients. Et j'ai eu le plaisir de faire une partie de mes études en France. Donc, j'arrive à comprendre les caractéristiques françaises qu'on peut appliquer, qu'on peut utiliser dans les marchés brésiliens. Et j'arrive à comprendre comment évoluent les marchés brésiliens vers les pains de qualité. Et c'est un plaisir d'être invité et participer à ce forum. Merci d'être parmi nous. Jean-François Celusa, bonjour. Vous êtes directeur innovation et assistant technique pour la société Safmex. Où êtes-vous basé, Jean-François? À Mexico. À Mexico. Voilà. À Toluca, exactement, à 70 km de Mexico. Bon. En tout cas, grâce à vous, on va voyager l'espace de cette table ronde pour parler du pain. Mauricio Sandri, c'est avec vous qu'on va commencer. Donc, vous êtes basé au Brésil. Le Brésil est un gros pays, un peu plus de 200 millions d'habitants, c'est ça? Exactement, on est un gros pays en territoire et en population et on est un pays qui n'est pas historiquement très mangeur du pain, mais on a environ par personne la moitié de la consommation par rapport à la France. La consommation annuelle du pain est aux alentours de 30 kilos par an et on voit un phénomène très intéressant les dernières années d'amélioration de la qualité, d'aller vers du pain qui aille plus du goût, parce qu'avant, on était plutôt sur un pain volumineux, qu'on est encore, mais on commence à avoir un intérêt des gens pour les produits plus haut de gamme. Alors, pour en revenir un petit peu avant cela, de la consommation aujourd'hui, que consomment les Brésiliens à la base, avant le pain? Quel est ce qu'ils consomment le plus? Oui,
Bon, les plats typiques, la consommation en général des Brésiliens, c'est basé beaucoup sur la combinaison riz et haricots rouges. On mange pas mal de viande et les pains, et bon, on a une consommation importante quand même. On est un grand pays, mais par personne, c'est pas énorme. D'une manière générale, dans certaines régions du pays où on produit du blé, où on a une influence plus forte de la culture européenne, par exemple, avec des immigrants, on a une consommation du pain qui s'approche de celle qu'on a en Europe. Mais surtout au nord du pays, on ne produit pas du blé et on a plus du mal à vraiment communiquer sur la technologie et la culture boulangère européenne, internationale. On va consommer plutôt d'autres féculents, d'autres produits, d'autres amidons. Donc le blé est beaucoup moins consommé au nord du pays. Est-ce que le pain est une consommation récente? Est-ce qu'on le consomme depuis peu de temps? Non, le pain a une consommation depuis le début de notre histoire. Le pain est venu surtout avec les Portugais, malgré le fait que notre pain de tous les jours s'appelle pain français. S'appelle pain français, mais un peu éloigné de notre belle baguette française. Hein. Le pain français au Brésil, c'est le pain consommé tous les jours, c'est le pain des boulangers artisans. C'est un pain volumineux, avec une mie très blanche et une croûte très fine, qui est consommé depuis toujours au Brésil. Il a évolué évidemment au cours des années. Donc le pain fait partie de l'alimentation brésilienne, surtout dans le centre et sud du pays. Ce pain est consommé au petit déjeuner, en accompagnement d'un repas. C'est un petit peu comme en France pour avoir Il est surtout mangé les petits déjeuners et parfois il remplace un peu les dîners. Donc on fait des sandwichs et on remplace un peu les dîners par la consommation du pain. Et les petits déjeuners surtout. On n'a pas l'habitude, comme vous avez en France, par exemple, le déjeuner, d'avoir du pain pour accompagner le repas. Donc parfois, ça nous gêne même quand on reçoit des invités français au Brésil et au déjeuner, ils ne vont pas retrouver du pain pour accompagner le repas. Ça gêne un peu, mais c'est un peu culturel. Donc, plutôt petit déjeuner et un remplacement du dîner ou quelque chose un peu avant le dîner, un sandwich. Avant de poursuivre cet échange avec vous et d'aller plus loin et de parler de qualité, d'amélioration du pain, puisque vous l'avez évoqué, on va passer la parole à Jean-François Celusa. Je vais vous poser un peu la même question. Alors vous êtes donc basé au Mexique. Quand on a préparé cette intervention, vous m'avez parlé aussi de vos connaissances sur le Chili, l'Argentine. Alors comment on consomme du pain dans cette partie-là de l'Amérique du Sud? C'est une très bonne question. Il faut savoir que l'Amérique latine est un continent qui est très hétérogène au niveau consommation de pain. Vous avez un des pays les plus consommateurs de pain au monde, qui est le Chili, avec à peu près 85-87 kilos de pain par habitant et par an. Et vous avez aussi le Nicaragua avec 14 à 15 kilos de pain par habitant et par an. Donc c'est relativement hétérogène. Donc bien entendu, au Chili, le pain, c'est du pain français. Plus petit, marraqueta, aluya, sans sucre, exactement comme le pain qu'on trouve ici. Et vous avez une tendance de pain, surtout en Amérique centrale, où c'est du pain relativement sucré, avec des quantités de sucre qui peuvent aller de 6% jusqu'à basse farine, jusqu'à 25%. Et on appelle toujours ça du pain? C'est plus de la brioche déjà à ce niveau-là. Enfin, si on ajoute un peu de beurre avec. C'est vrai, mais selon la dénomination locale, ils appellent ça des pains. Il faut savoir, par exemple, au Mexique, où je suis basé avec la société Le Safre, la culture du pain, c'est du bolillo. Mauricio commentait tout à l'heure
Au niveau des petits déjeuners, effectivement, c'est exactement le même cas au Mexique. C'est beaucoup de viennoises, on va dire plutôt viennoiserie, la concha mexicaine. C'est un pain, une sorte de brioche avec 30% de sucre. C'est ce qu'on mange le matin. Il faut savoir qu'une grande spécificité en Amérique latine, et surtout au Mexique, Amérique centrale, mais dans quelques pays aussi du nord de l'Amérique du Sud, c'est les tortillas, qui est une grande concurrence au pain. Il faut savoir que le Mexique, par exemple, c'est 32-33 kilos de pain par habitant et par an, et c'est aussi 78-80 kilos de tortillas de maïs par habitant et par an. C'est la grosse concurrence. Et il faut savoir aussi que dans le nord du Mexique, on trouve aussi les tortillas, mais c'est des tortillas de farine de blé. Là, les chiffres sont moins fiables, mais c'est aux alentours de 5 à 10 kilos de tortillas de blé par habitant et par an. Le pain est toujours en concurrence avec l'aliment local. Hein. C'est vraiment la consommation varie en fonction de ce qu'il y a en face. Absolument. Ouais. Si vous allez en termes d'habitudes alimentaires, donc je disais que au petit déjeuner, c'est plutôt des brioches sucrées. Après, les gens mangent des sandwichs, ce qu'on appelle tortas. Donc c'est des pains avec de la terera, coupés avec du jambon et tout ça. Et après, bon, le Mexicain moyen achète, c'est pas du tout péjoratif, hein. Moi, je ne suis pas mexicain, mais je mange aussi avec beaucoup de plaisir ce qu'on appelle les fameux tacos. Donc, c'est des tortillas de maïs avec, bien entendu, de la viande. On n'est pas aussi consommateur de viande qu'au Brésil, mais il y a quand même une belle compétitivité par rapport à ce pays. Ça, c'est un produit qui se consomme un peu comme une gourmandise. Hein. C'est-à-dire qu'on va le chercher le soir, le midi. Enfin, c'est quelque chose qui se mange énormément, je crois, le tacos. Hein. Ça reste, ça, c'est vraiment le côté street food. Absolument. Et puis, il faut savoir aussi que c'est pas trop cher. Pour avoir une idée, 1 kilo de tortilla de maïs, ça fait à peu près 0,6 € le kilo. 1 kilo de pain, on parle de presque du double. Donc ça reste très abordable. Ça reste très abordable, mais tout dépend du niveau social de la population qui consomme ce pain. Maurizio, je vais vous poser cette même question. Le pain est-il bon marché au Brésil? Est-ce qu'il est accessible à un grand nombre de personnes ou est-ce que c'est une élite qui peut l'acheter? Bon, le pain, il est bon marché. C'est pain basique de consommation de tous les jours, ce qu'on appelle le pain français, comme je vous ai expliqué. Il est bon marché. Il est produit dans des boulangeries artisanales. Il faut dire que les boulangeries artisanales représentent 80 à 90% de tous les pains consommés au Brésil. Donc, la boulangerie artisanale est présente. On a 63 000 boulangeries. Donc, et oui, ce pain est bon marché. Un phénomène qu'on voit fortement, c'est les industriels qui grandissent à tous les ans, qui font des produits orientés vers la santé, multigraines, pain complet, mais de haute qualité, à chaque fois avec plus de goût, plus d'ingrédients plutôt de haute qualité. Donc on a une valorisation des pains industriels qui là, ils deviennent plus chers, presque les doubles au kilo par rapport au pain basique de tous les jours. Donc on a deux marchés complètement différents. Et une chose qui se développe beaucoup, c'est les artisans, afin de sortir de la guerre des prix du pain blanc basique, c'est de produire des pains, ce qu'on appelle une grande famille, les pains rustiques, on appelle comme ça au Brésil, dont on a la baguette française, on a la ciabatta, on a des pains qui ont plus de goût, qui sont plus croustillants, sont plus vraiment ce qu'on appelle pain plus avec une
une allure artisanale. Et là, on peut vendre 3 fois plus cher par rapport au pain blanc basique, ces fameux pains français brésiliens avec la mie très blanche et un volume spécifique énorme. Jean-François Celusa, qui produit le pain au Mexique ou en Amérique latine? Ce sont une grande part d'artisans ou ce sont des pains plutôt industriels, pour faire le même comparatif? Alors, le Mexique est beaucoup plus petit que le Brésil. C'est 125 millions d'habitants. Il y a 32 000, 33 000 boulangeries artisanales. Il y a un gros industriel qui est présent, qui est très axé sur la partie pain de mie. À peu près, le pain industriel représente 15 à 17% du pain produit au Mexique. Donc il y a quand même une forte tendance sur le pain produit par les boulangers artisans. Du coup, si on en revient aussi à la qualité, chez vous, quelle est la qualité de ce pain? La qualité, on va dire, du pain quotidien. Et est-ce que vous sentez ce même phénomène de pain qu'on appelle santé? On va mettre des graines, on va apporter un supplément de fibres, on va essayer de lui donner une connotation healthy. Il y a cette tendance aujourd'hui. Il faut savoir que en Amérique latine, de manière générale, je pense que le marché est moins mature qu'en Europe, mais ça commence. Donc aujourd'hui, si je prenais le cas du Mexique, vous pouvez trouver du pain, le pain français, ce qu'on appelle le bolillo, si vous êtes dans le nord du pays, qui aura peut-être un peu de sucre, jusqu'à 8% de sucre. Mais d'une manière générale, si vous allez dans la région de Jalisco, Guadalajara, ça c'est du pain, sorte de pain au levain, ce qu'on appelle le birote salado, 14 heures de fermentation. Donc c'est un pain à croûte, un pain qui a du goût, moi qui personnellement j'adore. Et à Guadalajara, ils ne conçoivent pas d'autre pain que ça. Donc c'est quand même très hétérogène. Oui, il y a une tendance à du pain de meilleure qualité. On voit de plus en plus, surtout sur les pains industriels, comme commentait Mauricio, des tendances pain double zéro, zéro sucre, zéro matière grasse, avec des produits sans conservateur aussi. Et de plus en plus, on trouve des produits avec d'autres céréales. Sur la boulangerie artisanale, ça commence petit à petit. Nous, au niveau de notre société, dans les parties de formation que nous faisons pour animer le monde de la boulangerie, nous essayons d'introduire beaucoup les pains au levain, les focaccia, les ciabatta, pour donner des idées, impulser des idées pour justement proposer aux consommateurs d'avoir des produits de très bon goût. On a commencé tout à l'heure à 10h avec Maria Bertog de la société NPD qui faisait un constat de manière européenne en expliquant que le client aujourd'hui est en attente de diversité. C'est ça que vous essayez d'initier aussi, la diversité, d'offrir une gamme plus large. Et vous allez répondre sur la même question juste après. Absolument. Aujourd'hui, moi, j'ai un cas d'un client qui faisait 2 pains, les 2 pains les plus fabriqués au Mexique. C'était du bolillo et de la concha. Et il faisait un sac de farine par jour. Et suite à un séminaire qu'ils ont eu avec nous, on leur a présenté un certain nombre de pains rustiques, pains à l'ancienne. Aujourd'hui, il fait 18 sacs de farine par jour et 60% de sa fabrication, c'est ce type de pain. Donc c'est faisable, même si ce sont des marchés qui sont difficiles de point de vue économique. Mais aujourd'hui, c'est des marchés de niche. Mais on ne désespère pas que dans le futur, ce soit vraiment que ce soit rentré au niveau culturel. Alors, on s'aperçoit comme que c'est une niche qui est potentiellement développable, hein, que le marché peut croître et qu'on peut aller en avant justement en apportant cette diversité. Maurizio, au Brésil, c'est également comme ça. On a une large gamme ou au contraire, on a peu de produits vendus par les artisans? Non, on a une large gamme. Si on part des années 90, les boulangers artisanaux, ils faisaient que les pains français basiques
et il avait même la revente des pains de mie industriels dans les magasins des boulangeries, dans la boulangerie brésilienne. Petit à petit, le boulanger artisan a compris qu'il fallait diversifier son offre. La meunerie aussi a compris cette démarche. Donc la meunerie produit aujourd'hui des mix spéciaux, des farines pour baguettes, pain rustique, pour ciabatta. La boulangerie a élargi l'offre pour faciliter la vie des boulangers à l'artisanat. À l'artisanat, il faut souligner qu'on n'a pas une formation des professionnels, on a une grande école de formation des boulangers, donc ils sont un peu dépendants et très liés à ce qui fournit les meuniers et les producteurs de mix prêts à l'emploi. Donc la diversification de l'offre dans la boulangerie artisanale passe par une fourniture des moulins qui, eux, ont diversifié beaucoup l'offre et les préparations. Et si on parle industrie, les industriels aussi ont compris que les consommateurs brésiliens avaient un niveau de vie qui augmentait les 10 dernières années. Et au lieu d'avoir un pain de mie blanc où on se bat pour quelques centimes de marge, ils ont développé une gamme qui a débuté avec cet axe santé. Donc, le pain de mie, il peut être très bon pour la santé, surtout cette partie aux graines complètes, chaque fois avec une combinaison d'un produit gourmand, comme une amande ou une noix du Brésil, combinée avec une graine qui devient célèbre dans les médias, qui peut apporter des avantages nutritionnels. Donc, les boulangers industriels ont beaucoup diversifié l'offre, surtout sur cette tendance santé et santé-plaisir, avec cette combinaison un ingrédient gourmand et un ingrédient santé. Et en boulangerie artisanale aussi, cette diversification est issue d'une tendance des meuniers de préparer d'autres produits, de vraiment développer une offre complète pour les boulangers artisans. Jean-François, au Mexique notamment, où vous nous parliez comme de ces pains très sucrés, je veux dire, on laisse faire cette consommation parce qu'aujourd'hui on a quand même tendance, vous voyez, on parlait de nutrition, de bien-être, personne ne dit rien, le gouvernement ne met pas son doigt là-dedans pour dire, dites donc, c'est pas un peu trop sucré pour la jeune génération qui arrive, ou même pour la consommation globale de tous ces pains, parce que parfois les taux de sucre, vous nous l'expliquez, sont quand même assez conséquents. Oui, il faut savoir déjà que le Mexique est le premier consommateur de soda par tête d'habitant au monde. 160 litres de soda, Coca-Cola et autres, par habitant. Donc c'est énorme. En raison de ça, il y a un gros problème d'obésité. Alors le Mexique, souvent on le fait pas, on le met dans l'Amérique du Nord. Et souvent on le met aussi dans l'Amérique latine. Si on le mettait dans l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique ce sont les pays où il y a le plus fort taux d'obésité au monde. En Amérique latine, d'une manière générale, le taux d'obésité ou les gens qui ont du surpoids est supérieur à 50%. Au Mexique, à Monterrey, dans le nord du Mexique, on parle les enfants ont plus de 50% des enfants ont du surpoids. Donc le gouvernement, c'est un réel problème. On voit qu'il y a des problèmes aussi au niveau des maladies cardiovasculaires et autres. Donc ce que fait le gouvernement, ils ont mis il y a 3 ans, je crois, en 2014, ils ont instauré un impôt qui s'appelle le IEPS, qui correspond à 8% sur tous les produits sucrés. Donc comme une vingtaine de pourcents du pain artisanal, c'est des pains qui sont très sucrés, ça a subi donc cette augmentation de prix de façon très forte. À tel point qu'aujourd'hui, la consommation de pain sucré ou de brioche sucrée, la concha, a diminué de façon très significative.
On va continuer à parler de sucre pour terminer, parce que le temps passe vite. Je commence par vous, Maurizio. La pâtisserie, la viennoiserie, parce qu'il faut en parler. On est sur un salon de la boulangerie et de la pâtisserie. Qu'est-ce qui se fait comme douceur, comme chose sucrée? En général, je dirais qu'au Brésil, si on raisonne à la française, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, on n'a presque pas la viennoiserie au Brésil. On a très peu de brioches, par exemple. Ça me manque. On a certains boulangers qui les produisent de très bonne qualité, mais c'est vraiment très, très petit. On a ce qu'on appelle les pains pour les enfants. C'est un petit pain produit par les industriels, mais c'est loin d'être une briochette riche en sucre et en matière grasse et en qualité, comme on a en Europe. C'est une briochette très pauvre, aux alentours de 12-14% de sucre. Il y a du sucre quand même, mais pauvre en matière grasse, qui n'a pas les calories qu'on trouve dans une briochette pour les enfants ici. Donc déjà, je dirais qu'on n'a presque pas la viennoiserie. Cette catégorie existe très peu au Brésil. Pour la pâtisserie, oui. En général, les Brésiliens aiment du sucre, aiment du chocolat. Donc on a une pâtisserie qui est riche en calories, mais elle est très éloignée de la boulangerie. On consomme très peu de croissants, par exemple, on n'a presque pas. Donc pour nous, boulangerie, c'est du pain français, évidemment, c'est du pain rustique, plus croustillant, qui c'est cette forte tendance à la boulangerie artisanale. Et ce sont les pains de mie aux graines qui sont énormes, qui dominent vachement les marchés industriels. Et pour les enfants, on a donc ces petits pains qui n'est pas si sucré comme ça, mais on consomme beaucoup des gâteaux. Donc les gâteaux pour les enfants vont prendre la place des briochettes comme on a ici, qu'on n'a pas là-bas. Donc soit pour les goûters des enfants, on a ces pains peu sucrés relativement, pas trop riches, ça va plus vers du buns qui est en briochette. Et pour apporter les calories dont ils ont besoin, on a des gâteaux industriels pour les enfants. Jean-François, les pâtisseries, les viennoiseries, quelle est leur consommation? Est-ce que les pâtisseries existent au Mexique ou dans l'Amérique latine? On parlait du Chili tout à l'heure. Oui, les pâtisseries, ça existe. Je pense que d'une manière générale, la qualité n'est pas aussi performante qu'ici en Europe ou en France. D'un point de vue de la viennoiserie est un petit peu différente. Si je prends par exemple le cas de l'Argentine, il y a las medialunas, qui sont des croissants avec 20% de sucre et de matière grasse. C'est des produits qui ne sont pas trop feuilletés. Au Mexique, vous avez le danés ou le danish. C'est un peu la même chose. C'est 20-25% de sucre, 15% de matière grasse dans la pâte. Ce pas des produits qui sont très feuilletés. Mais de plus en plus, on trouve des croissants feuilletés à la française. Il y a aussi il y a quelques boulangers français qui sont venus s'installer au Mexique et qui apportent justement ce savoir-faire du croissant français feuilleté au beurre. C'est aussi important. En conclusion, parce qu'on a un temps à partie qui s'est quasiment écoulé, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un professionnel, à un boulanger ou à un pâtissier français qui voudrait venir s'installer soit au Brésil ou soit dans un pays d'Amérique latine, au Chili, au Mexique? Quelles sont les clés? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Excellente question. Sur les grandes villes du Brésil, on a un marché qui est demandeur de qualité et qui paye par cette qualité. Donc, pour donner une idée à un boulanger français de s'installer au Brésil, je dirais de choisir une grande ville, de faire les produits comme
on a en France parce qu'on est demandeur et à chaque fois les Brésiliens voyagent plus et sont capables de reconnaître des bons produits et ça se paye. Ça se paye en général 40% plus au kilo par rapport aux mêmes produits qu'on trouve en France. Donc, le Brésil, il a certaines spécificités au niveau des impôts, au niveau des difficultés pour s'installer, mais une fois choisi un bon emplacement dans une grande ville où on aura une population qui puisse reconnaître la qualité, ça se paye. Et les marchés évoluent à des pas gigantesques mais constants, évoluent vers la qualité, vers les produits haut de gamme. Et il a vraiment de la place pour s'installer et pour faire des beaux produits là-bas. Jean-François Célisa. C'est un peu la même chose au niveau du Mexique et d'une manière générale en Amérique latine. Moi, j'invite les boulangers français à venir. Moi, j'ai une petite anecdote. Il y a une chaîne de supermarchés au Mexique, il y a 10 ans, voulait recruter un boulanger français. Et il m'avait demandé de l'évaluer. C'est chose qui n'est jamais très, très évident. Mais, et je sais qu'il a... Donc finalement, j'avais donné plus ou moins mon feu vert pour qu'il le recrute. Et cette personne-là, c'est un boulanger artisan, a transformé cette chaîne de supermarchés. Aujourd'hui, cette chaîne de supermarchés vend des baguettes à pouces lentes, des croissants feuilletés, et a été source d'inspiration à d'autres chaînes de supermarchés et a été source d'inspiration à beaucoup de boulangers. Donc, on voit aussi qu'il y a une chaîne de boulangerie qui se trouve au Mexique, qui fait du pain de très 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 bonne qualité. S'appelle Esperanza. Et c'est plus qu'une niche. Maintenant, ça commence à se généraliser. Il y a aussi Eric Kaiser qui s'est développé, qui s'installe. Et le niveau des pains proposés donne beaucoup d'idées au niveau du marché. Donc c'est un marché ouvert, on le voit bien, aussi bien au Mexique ou au Brésil. Ah, allez-y. Ouais. Je rajouterais juste une chose. Il faut savoir aussi, il faut être conscient qu'il existe de l'insécurité. Et ça, il faut quand même l'avoir. Donc, mais ceux qui... moi, ça fait 15 ans que je suis au Mexique. On vous sent heureux. On s'y plaît. Ouais. Pour la société Le Saf. Merci messieurs. Avant de vous libérer, je vais passer la parole au public. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à lever la main et on va vous apporter un micro pour que vous puissiez poser la question à l'un de nos intervenants. Oui, bonjour. Moi, je me demandais, pour les mix préparés, s'il y a beaucoup d'additifs utilisés en boulangerie. Vous voulez savoir Brésil et Mexique? Oui, les deux. Allez, messieurs. Bon, merci pour cette question. Comme fournisseur d'ingrédients, je suis content de l'avoir. Oui, effectivement, on utilise en boulangerie artisanale ce qui cherchent les boulangers pour les pains français brésiliens. C'est beaucoup de volume, une mie très blanche et une grille bien ouverte, un pain croustillant mais pas trop. Et surtout, pour éviter des investissements, parfois ils produisent la pâte la veille, façonnent et laissent fermenter toute la nuit sans contrôle de température. Donc, on a vraiment très besoin d'aide technologique, des émulsifiants, des enzymes, des oxydants, pour tenir cette stratégie de préparation. Donc, en boulangerie artisanale, oui, ça s'utilise beaucoup d'additifs, beaucoup d'ingrédients. En boulangerie industrielle, on commence à voir la tendance et l'influence sur les clean labels. Ce n'est pas encore réglementé au Brésil qu'est-ce que c'est les clean labels, mais on commence à réduire. Il y a certaines boîtes qui n'utilisent plus d'émulsifiants, par exemple, qui ont supprimé l'édier, qui est un ingrédient pas très clean, je dirais, et on va vers les enzymes.
Donc, c'est un marché important pour les ingrédients. On a vraiment besoin technologique pour répondre à ces demandes et ces contraintes de production du petit pain français brésilien à la boulangerie artisanale. Et les industriels, par contre, ont conscience et commencent à réduire et aller vers les enzymes. Les consommateurs lisent les étiquettes, mais pas énormément. Donc, ce n'est pas un souci majeur en ce moment, mais ceux qui sont en avance à l'industriel, à la boulangerie industrielle, essayent de réduire. Jean-François? Moi, je dirais que la réponse serait un peu contrastée. Il y a des marchés comme l'Argentine où la tendance, c'est d'avoir, au niveau de la boulangerie artisanale, des doses plutôt concentrées au niveau améliorant, donc plus enzymatiques, certainement dû au type de farine utilisée, qui sont des farines relativement courtes au niveau alvéo. Par contre, on utilise beaucoup de produits type levure désactivée, des produits réducteurs pour justement permettre un bon développement des produits. C'est un peu le cas au Chili, alors qu'au Mexique et dans beaucoup de pays d'Amérique centrale, c'est un marché très fort en ingrédients. C'est un peu le même cas au Costa Rica. Une baguette française de 300 grammes en pâte, c'est le double, voire c'est 2,5 fois le volume d'une baguette ici. On parle d'une section après presque de 10 cm. Donc, croûte plutôt fine, pas très grignée. Mais par contre, à Jalisco, au Mexique, vous avez un produit avec très peu d'ingrédients et une belle croûte et très grigné. Donc c'est vraiment très contrasté. Absolument, comme ça. Merci. Une question là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ce sera plutôt pour le Mexique, pour Jean-François. En fait, le Mexique est quand même un peu le berceau du maïs. Ça veut dire toute la civilisation pré-colonisation a été développée sur le maïs. Alors aujourd'hui, la question, c'est dans vos projets, ou dans le projet de votre entreprise, est-ce qu'il y a des produits où on intègre les maïs comme un nouveau produit, ou démarrer avec les blés, ou on essaye aussi de développer de la pâtisserie, la boulangerie avec les maïs? Voilà. La question est très intéressante. Nous, comme société, effectivement, on avait été rapprochés par rapport à un certain nombre de clients pour développer des pizzas sans gluten. Donc, nous avons intégré des produits à base de maïs, fort de la connaissance de la culture maïs au niveau du Mexique. Au niveau des pains, vous savez que le maïs n'est pas une céréale qui a du gluten, donc ça comporte un certain nombre de complexités. On travaille sur des développements conjoints, mais il y a une forte tendance où les gens utilisent et mangent beaucoup de tortillas de maïs, ou les gens ou d'autres qui consomment du pain à certaines heures de la journée. J'espère avoir répondu à votre question. Une dernière question? Eh bien, merci. Merci de votre attention. Merci Mauricio Sandri d'être venu nous voir. Merci beaucoup Jean-François Celusa pour avoir partagé votre expertise, votre expérience de vie et de professionnel donc sur le marché latino-américain. Je vous souhaite une belle fin de journée. Belle fin de journée à vous aussi. On se retrouve à 14h05. On parlera sourcing et gestion des allergènes avec Julie Maillard, fondatrice d'un site qui s'appelle Avec Plaisir, qui référence les établissements en fait, qui proposent une alimentation exempte d'allergènes, et Florian Dulché, qui lui est responsable de formation en hygiène et sécurité pour l'INBP. À tout à l'heure, 14h.